deuxième conférence porte sur le cosmopolitisme ou l'étrange droit d'être étranger. Et Jean Nestor nous fait la gentillesse de questionner ce thème. Merci. Ce qui m'intéresse dans le cosmopolitisme et ce à quoi je vais essayer de vous intéresser, c'est que c'est une tentative paradoxale de traiter la question de l'étranger. Paradoxe, ça veut dire tentative paradoxale, ça veut dire qu'est-ce qui se passe lorsque, au lieu de s'intéresser à ce qu'oppose une différence, moi et l'autre, le national, l'étranger, A et Noa, on s'intéresse à la différence elle-même. Qu'est-ce qui fait l'unité de la différence? Qu'est-ce que c'est que l'acte de différer? La différence à ANCE, c'est l'acte qui intéresse Derrida. Qu'est-ce que la différence? J'essaye de m'expliquer en un mot d'introduction. Le cosmopolitisme, le mot est né comme une provocation. C'est Diogène le cynique, qui était un immense provocateur, qui répondait de façon cynique à chaque fois qu'on lui posait une question. Un jour, quelqu'un lui demande « Mais tu es qui, toi? Tu viens d'où ?» La réponse de Diogène, c'est « Je suis citoyen du monde ». En grec, je ne parle pas grec, mais cosmopolitos. C'est un paradoxe et on oppose deux termes qui n'ont normalement pas de point commun. Citoyen, c'est être membre d'une cité, c'est avoir une part active à la vie d'une cité. Le monde n'est pas une cité, le monde cosmos, hein, le monde dans son entièreté. Les astres, ça n'est pas une cité, ça n'est pas un endroit qu'on habite. On ne peut pas être citoyen d'une cité. En bref, Diogène répondait à son interlocuteur, ta question n'a pas de sens, passons à la suivante. C'est ce que relève l'entrée de cosmopolitisme de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert en 1751. Cosmopolitisme, on se sert quelquefois de ce nom en plaisantant pour signifier un homme qui n'a point de demeure fixe ou bien un homme qui n'est étranger nulle part. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on commence à s'intéresser à un paradoxe, il fait tout de suite des petits, ce qui prouve qu'il n'est pas aussi stérile que ça. Ce qui était au départ le paradoxe de l'étranger, ça devient ici le paradoxe de l'hospitalité. Quand on est chez soi partout, on est étranger nulle part. On est chez soi partout. Normalement, un paradoxe, ça exprime donc une incompatibilité, une invitation à reprendre le raisonnement à zéro. Quand on arrive à A et non A, on se dit qu'on s'est trompé quelque part, qu'on ne peut pas continuer. Il y a certains penseurs, dont Derrida, dont la photo est toujours là, dont Derrida, qui aiment bien pousser les concepts à la limite. Pousser le concept à la limite, c'est de dire « je suis parti de quelque chose que je croyais défini ». L'étranger, par exemple. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la frontière où s'opère l'acte de la différence, où on ne sait plus très bien si c'est l'étranger et le non-étranger. Alors, un paradoxe, ça naît d'un tiers exclu. On est étranger ou on est national. On n'est pas l'un et l'autre. On n'est pas A et non A. Mais qu'est-ce qui se passe quand même si on essaye de se situer sur le fil du rasoir et d'essayer de penser de cette façon-là la question de l'étranger? C'est ce que je vais essayer de faire sous vos yeux ébahis. Je vais m'y prendre en 4 temps. Dans un premier temps, je vais revenir très rapidement sur comment Derrida pose la question, établit le paradoxe de ce qu'il appelle paradoxe de l'hospitalité. Je me demanderai dans un deuxième temps, qu'est-ce que du côté de ce qui est mis en différence, qu'est-ce qui est au travail, c'est-à-dire quelle est la notion de l'étranger qui se trouve derrière ce qu'oppose le paradoxe de l'hospitalité. Dans un troisième temps, je me poserai la question, à partir d'une réflexion de Habermas, je me poserai la question de savoir ce que devient le paradoxe de l'hospitalité ou le paradoxe du cosmopolitisme quand il est confronté à la mondialisation qui dissout les termes de son opposition. Et en conclusion, si j'y arrive, en conclusion, j'essaierai de montrer ce qui nous rend douloureuse, difficile à vivre, la question de l'étranger, la question de l'autre de façon générale. C'est un concept trop rigide dont on a hérité de la modernité.
et dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le concept de souveraineté dont j'essaierai de dire que sinon l'abandonner, il faut peut-être essayer de taper dessus pour l'assouplir un petit peu. Donc, première partie, qu'est-ce que c'est que le paradoxe de l'hospitalité? Le texte de Derrida, je pense qu'il a été cité à plusieurs reprises, ça s'appelle De l'hospitalité, et c'est en réalité le texte d'un séminaire. Je vais pas le... C'est celui-là. Je vais pas le... C'est là où il s'amuse à pousser le concept d'étranger de celui qui va être autre jusqu'à la frontière où il cesse de devenir un autre, pour en déduire que l'hospitalité est nécessairement infinie, inconditionnelle, que accueillir le devoir d'hospitalité, c'est accueillir surtout l'ennemi, pas l'ami. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais il établit ce paradoxe en mettant en opposition deux lois, ce qu'il appelle la loi absolue de l'hospitalité. Je dois accueillir tout autre parce qu'il est un homme, ce à quoi se référait Diogène, et les lois de l'hospitalité, les lois politiques de l'hospitalité, ce que dit le droit, qui sont en contradiction avec cette loi infinie de l'hospitalité. La première loi, la loi de l'hospitalité, on peut dire que c'est un peu la conception antique de l'hospitalité, celle à laquelle se référait Diogène. Elle part, enfin on peut dire beaucoup de choses, mais elle part d'une certaine façon de la thèse de l'exil intérieur. Je vais citer, si je l'ai... non, je ne l'ai pas repris ici. Mais pour Empédocle, nous sommes des exilés sur terre. L'âme, la naissance a été l'exil de l'âme sur une terre qui lui est étrangère. Il y a quelque part, pour Diogène, c'est demande-moi si je suis un homme ou si je ne suis pas un homme, ne me pose pas d'autres questions. Je me refuse de me donner une autre détermination de ce que je suis. Je suis uniquement un homme. C'est une question qu'ont beaucoup, c'est une position qu'ont beaucoup illustré les stoïciens. C'est-à-dire, il y a un univers des sages qui est l'univers de l'ordre du cosmos, dans lequel les sages savent s'intégrer, et cet univers n'est pas celui des divisions politiques, des divisions mineures entre les différentes cités de la Terre. On appartient aux deux. Alors quelqu'un qui le dit très bien, c'est un stoïcien connu, c'est Marc Aurèle. Je cite, « Je sais que je suis un être raisonnable, que j'ai deux patries, Rome en tant que je suis Marc Aurèle et le monde en tant que je suis un homme. » Quand même le grand écart absolu. Je suis comme tout le monde, mais d'un autre côté, je suis comme tout le monde en tant qu'homme, mais d'un autre côté, je suis quand même l'empereur de Rome, c'est-à-dire l'homme le plus puissant de la Terre. Et je réunis les deux. Si ce n'est pas un paradoxe, on ne sait pas ce qu'est un paradoxe. Sur quoi se fondait, je ne vais pas faire beaucoup d'histoire, surtout que je ne suis pas historien, sur quoi se fonde cette approche de la cité des hommes et du devoir d'hospitalité, du fait que l'autre est... C'est pas comme chez Lévinas que l'autre est comme moi, c'est que les dieux dans le monde antique, c'est des gens pervers, il faut s'en méfier. L'hospitalité a la même source selon un auteur que j'ai utilisé qui est René Scherrer, dans Zeus hospitalier, aurait la même origine que le don chez Marcel Mauss, c'est-à-dire une origine sacrée. Celui qui frappe à ta porte, ou celui qui te demande l'aumône, ne le rejette pas, parce que c'est peut-être un dieu qui s'est caché. Si tu le rejettes, sa vengeance va être terrible. Donc donne et reçois qui se présente à ta porte. Et cette hospitalité, donc, elle est qui que ce soit qui se présente à ta porte, et peut-être un Dieu, il faut le recevoir. Je cite René Scherrer, cette hospitalité, elle est inconditionnelle, elle est accordée sans condition, du moins dans sa première phase, avant le questionnement. Peu importe que l'autre soit pirate ou brigand, la défiance à son égard, s'il doit y en avoir, ne vient qu'après qu'il s'est restauré.
Derrida insiste pour dire ça, c'est un second paradoxe de l'hospitalité dans le monde antique. Celui qui se présente à ta porte, c'est peut-être un dieu, c'est même pas un étranger, tu ne sais pas qui il est, c'est un homme, il n'a aucune détermination. Tu le fais rentrer, tu lui poses la question qui es-tu? Et c'est là où tu découvres, pas à tous les coups, mais où tu découvres éventuellement qu'il est un étranger. Et l'étranger devient étranger lorsqu'il a cessé d'être étranger. On retrouve toujours cette question de la limite difficile à habiter. Voilà pour la conception ancienne. Ce à quoi la loi de l'hospitalité qui s'oppose aux lois politiques de l'hospitalité. Les lois politiques de l'hospitalité, l'inventeur dans un texte célèbre, c'est Emmanuel Kant, c'est dans son projet pour une paix perpétuelle, où il a inventé le droit cosmopolitique au sens moderne. Je vais essayer de résumer très très rapidement sa démarche, qui est la suivante. Il part du même point de départ que Hobbes. C'est-à-dire, il y a quelque chose, la nature a mis dans les hommes une hostilité spontanée. C'est une ruse de la nature. D'ailleurs, les hommes, quand ils se rencontrent, ils se font la guerre. Hobbes parle de guerre de tous contre tous. Kant parle de l'insociable sociabilité des hommes. Ce qui fait que les hommes ont leur premier souci, d'une certaine façon, c'est de s'éloigner les uns les autres de façon à éviter de se côtoyer trop pour ne pas se faire la guerre. Mais pour Kant, la Terre est sphérique, deuxième ruse de la nature. C'est-à-dire que quand vous vous dispersez sur une surface sphérique, il y a un moment où vous rencontrez les autres, donc vous n'y coupez pas. Vous faites la guerre, vous faites autre chose que la guerre. Alors pas l'amour, mais pour Kant, vous faites le droit. Là où la réponse de Hobbes, c'est de dire c'est la force, vous choisissez plus puissant que vous qui va vous donner la loi commune. Kant vous dit non, vous allez apprendre les uns avec les autres, c'est-à-dire vous allez apprendre à partager vos libertés, vous allez vous donner des droits, c'est-à-dire la liberté égale pour tous. Et c'est ça le chemin de la paix. Donc, qu'est-ce que c'est que l'état dans lequel on a dépassé l'antagonisme naturel de l'état de nature? Pour Kant, c'est la République. Mais la République, pas au sens de Rousseau ou chez Kant, c'est la République, c'est l'état de droit. C'est l'état dans lequel les hommes se reconnaissent entre eux l'égale liberté. Et ils font donc le droit interne, droit civil. Les différentes républiques qui constituent pour pacifier leurs relations se retrouvent dans le même état que la Terre est sphérique, elles se côtoient les unes les autres et si rien ne se passe, elles vont se faire la guerre elles aussi. Elles aussi donc doivent pacifier leurs relations antagonistes dans l'élément du droit. Et c'est l'objet du droit international, droit des gens dans la doctrine traditionnelle du droit. Les différentes républiques arrivent à pacifier leurs relations, elles aussi, dans l'élément du droit. Jusqu'à présent, ce n'est pas très original, mais la grande novation de Kant, elle vient après. La grande novation de Kant, c'est de dire, mais ça ne résout pas la question des individus. Les individus sont tous des hommes. Reprenez l'interrogation de Diogène, sont d'abord tous des hommes, et il ne suffit pas que les États se soient mis en paix les uns avec les autres pour qu'ils puissent circuler librement sur toute la surface de la Terre. Ça, c'est l'objet d'une autre catégorie du droit, étrange celle-là, qui est le droit cosmopolitique. Le droit qui permet à tout homme, en tant qu'homme, et uniquement parce qu'il est homme, d'être reçu, alors c'est là où c'est important, d'être reçu partout comme un ami. Ou plutôt de ne pas être traité en ennemi là où il arrive, sauf s'il se présente comme un brigand ou comme un conquérant. Être reçu en ami, ça lui donne, Kant parle de droit à la surface. Il a le droit de se promener sur la surface de la Terre et de ne pas être chassé d'où il va se poser. Ça ne lui donne pas le droit de s'installer. Ça ne lui donne pas le droit d'émigrer et de s'installer, pour parler en termes modernes. Parce que le droit de s'installer, il n'existe que dans le droit de la communauté politique dans lequel vous vous posez. Chez Kant, le droit cosmopolitique ne chasse pas le droit national. Le droit national,
vous ne pouvez vous installer durablement que dans le respect des droits nationaux, des droits des différentes républiques entre lesquelles la Terre est divisée. On se trouve donc là aussi dans une conception, dans le commentaire qu'en fait Derrida, dans une conception qui est elle aussi paradoxale. C'est-à-dire que Derrida oppose cette conception du droit chez Kant. Tout homme a le droit de se promener librement sur la surface de la Terre, mais il n'a pas le droit de s'installer durablement, du moins sans l'avis positif de la communauté politique qui est maître des lieux où il s'installe. C'est une dimension du droit, mais dans sa réponse à Benjamin Constant, sur un prétendu droit de mentir, Kant prend une position qui est paradoxalement l'opposé de celle-là, en disant si on vous demande de dénoncer l'étranger qui s'est réfugié chez vous, vous devez le dénoncer. Vous n'avez pas le droit de mentir. En mentant, vous perdez votre qualité d'homme. Vous êtes en plein, souligne Derrida, dans le paradoxe, l'endroit qu'on ne peut pas habiter. L'étranger a le droit d'être reçu partout parce qu'il est un homme, mais si les autorités de l'endroit où il est reçu vous demandent de le dénoncer, vous devez le dénoncer. Vous n'avez pas le droit de mentir pour le protéger. Ce que souligne Derrida pour présenter ce paradoxe, et je cite là aussi, le paradoxe du droit cosmopolitique à l'hospitalité universelle est aussi, sans qu'il y ait là de fortuit, celui qui détruit à la racine la possibilité même de ce qu'il pose et détermine ainsi. Si ce paradoxe n'a rien de fortuit, c'est qu'il tient à la structure de la métaphysique kantienne des mœurs. C'est-à-dire, il vaut mieux rompre avec le devoir d'hospitalité plutôt que de rompre avec le devoir absolu de véracité, qui est le fondement de notre humanité. Nous sommes... Nous sommes donc en plein paradoxe, et ce que je voudrais souligner à l'issue de cette première partie, je regarde la montre, c'est que ce droit à la surface dont parle Kant, le droit d'être accueilli, de n'être accueilli nulle part en ennemi, ça s'oppose dans son esprit à deux droits, enfin à deux abus du droit. Le premier est le brigandage, c'est-à-dire s'emparer s'opposer à la libre circulation des humains. L'autre est la colonisation, s'installer sur un territoire étranger sans l'avis de la communauté. Donc je redis que chez Kant, le devoir d'hospitalité, le droit cosmopolitisme à l'hospitalité, c'est un droit de simple visite. C'est le droit de venir dans un port, dans un territoire, prendre le temps de voir si on est accepté ou non plus durablement. Mais ce n'est en aucune façon une obligation et un résultat garanti. Qu'est-ce qui fait l'étranger? Maintenant, je vais me poser dans un deuxième temps la question de l'étranger. Qu'est-ce que c'est l'étranger? Qu'est-ce qui donne naissance au droit cosmopolitique d'accueillir partout l'étranger comme étant chez lui temporairement, librement en visite? Pour un Grec, le monde se divisait en deux catégories d'individus. Il y avait ceux qui parlaient grec, qui pouvaient être des ennemis, et il y avait ceux qui ne parlaient pas grec, qui étaient des barbares, barbarophones, disait-on.
Et cette frontière exclue du tiers exclu, enfin cette frontière du tiers exclu entre l'étranger et le national dans la Grèce antique était une frontière au moins à deux vitesses. Il y avait celui qui avait le droit de résider chez vous en homme libre, qui était l'étranger, qui n'avait pas le droit de participer à la vie politique de la cité, mais qui avait le droit de commercer avec la cité. Celui-là était un métèque, et il y avait celui qui était un étranger, un ennemi, celui qui était réduit en esclavage. Excusez-moi, je reprends. Je ne voudrais pas basculer dans la confusion. Il y a donc dans le monde cette question de l'étranger et du droit d'être étranger dans le monde antique se divisait en deux droits et en deux mondes distincts. Le droit pour les hellénophones, ceux qui parlaient grec, d'être accueillis temporairement dans une cité sans en avoir les droits, et pour les autres, le droit de résider dans une cité grecque se gagnait en perdant dans une guerre et en refusant d'être courageux, c'est-à-dire en étant réduit en esclavage. C'est une chose qui gênait un peu Platon. Il y a un texte de Platon où il dit qu'une discrimination ne fait pas une division. La cité idéale des lois chez Platon, c'est une colonie. C'est une cité dans laquelle les égaux entre eux se sont installés dans un lieu étranger et où on est entre étrangers qui vivent à l'étranger. Cette discussion donc entre les métèques qui sont assimilés, les métèques, ceux qui parlaient grec, et les esclaves barbares, ceux qui ne parlaient pas à l'origine grecque, elle change de signification à Rome dans la mesure où les nobles romains, là je m'appuie sur Paul Venn, où les nobles romains ne faisaient pas confiance à leurs concitoyens, citoyens libres, pour s'occuper de leurs propres affaires. Lorsqu'un salarié, citoyen libre, vous trompait, tapait dans la caisse, c'était un peu compliqué de le faire condamner. En revanche, un barbare n'avait pas de droit, et un barbare esclave, on pouvait lui confier en toute tranquillité la gestion de ses biens. Ce qui fait que de plus en plus la pratique à Rome a consisté à affranchir les esclaves à la mort du maître, en leur léguant les biens, souvent de préférence à ses propres enfants. De ce fait, beaucoup de gens ont choisi, à Rome, ont choisi volontairement la condition d'esclavage parce qu'elle était plus confortable que la condition de salarié. Et on a vu beaucoup à Rome de faux barbares qui préféraient travailler en esclave et devenir éventuellement l'héritier du maître, plutôt que d'être des salariés qui n'avaient aucune chance d'hériter du maître. On se trouve donc dans le monde antique, avec le passage d'Athènes à Rome, avec une conception de l'étranger
qui devient à géométrie variable. Les Grecs distinguaient déjà entre les barbares et les métèques. Les métèques, donc l'étranger hellénophone qui était en simple visite. Les Romains commencent à brouiller les deux catégories et à les mélanger. Là où nous pensons sans depuis le Moyen-Âge germanique, l'Antiquité romaine pensait non, et on pouvait donner son nom à un étranger, fût-ce même à un barbare. Tout change avec l'apparition de l'État national, dans lequel le concept d'étranger devient un concept, enfin la distinction entre étranger et citoyen devient une distinction tranchée. Il n'y a plus ce mélange possible entre l'étranger et le citoyen. On est étranger ou on est citoyen. Le paradoxe, c'est que cet État national dans lequel on ne peut pas être à la fois étranger et citoyen, c'est une création des Lumières, et le moindre des paradoxes, ce n'est pas que c'est le camp pour la paix perpétuelle et ses héritiers qui ont été amenés à lier la possibilité de la paix perpétuelle à la division du monde en nations séparées. La pensée de Kant elle-même a évolué. Jusqu'en 1795, il parlait volontiers de différentes terminologies, de république cosmopolitique ou d'état universel des peuples. C'est-à-dire nous pouvions tous être frères et tous être citoyens d'une même république qui aurait couvert la surface de la Terre. Mais quand il y a renoncé à partir de 1995, et en particulier dans le texte pour la paix perpétuelle, en considérant que la République universelle, la République couvrant la superficie de la Terre, était une impossibilité pratique. Un État universel qui couvrirait la totalité de la Terre serait un État dans lequel la loi serait devenue très éloignée des citoyens et il ne pourrait être fondé sur le droit, il serait soit impuissant, soit dictatorial. Donc la ruse de la nature qui a conduit à imposer définitivement le droit, non seulement elle a divisé la Terre en États limités capables de mettre en œuvre le droit, mais elle a consolidé cette division en faisant que les différentes communautés politiques sont dorénavant divisées par les langues et les religions qui ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi, pour le camp pour la paix perpétuelle, si l'idée d'une république universelle, c'est une idée très séduisante, la raison conduit à opter pour ce qu'il appelle lui-même son remplacement négatif sous la forme d'une fédération entre des communautés politiques séparées. On est ici dans un paradoxe, dire seule la division en nations séparées avec les risques de guerre tout naturels que cela comporte permet d'établir pour Kant la paix perpétuelle et pourquoi permet-elle d'établir la paix perpétuelle? Parce que la confrontation des antagonismes naturels à l'espèce humaine, ici les antagonismes entre les différentes républiques, ne peuvent se dissoudre que dans l'élément du droit, et seul l'élément du droit permet de dépasser cette division. C'est une conception, cette conception de la nécessité de la division du monde en républiques pour établir une paix, c'est pour établir la paix, et donc d'une certaine façon de l'impossibilité d'un droit cosmopolitique fondé sur l'unité d'un peuple humain, s'est imposé à tous les héritiers de Kant. Celui qui va m'intéresser ici, c'est pas John Rawls. Pour ceux qui s'intéressent à John Rawls, on a l'impression que chez lui, le cosmopolitisme disparaît. Et alors pour John Rawls, il y a deux fondements de la cohabitation entre les libertés antagonistes. Il y a d'une part le droit
je vais pas m'étendre sur... Je répondrai éventuellement à une question sur Rawls. Mais en gros, chez Rawls, il y a deux modèles de contrat politique, contrat social politique. Il y a celui qui crée la nation, la République, qui est celui de la théorie de la justice. Et il y a un autre modèle, c'est celui qui permet au peuple de créer une loi internationale et de cohabiter entre eux, qui est celui de la loi des peuples. C'est-à-dire l'idée de cosmopolitisme, d'un droit des individus, d'un droit international des individus, est quelque chose qui se dissout chez Rawls, un des principaux héritiers modernes de Kant, contemporains de Kant. Celui qui va m'intéresser plus, c'est Jürgen Habermas, parce qu'il déplace la question. Pour lui, Habermas aussi, dans tous les textes qu'il a consacrés au dépassement de l'État, à la possibilité de dépassement de l'État-nation du fait de l'intervention dissolvante de la mondialisation, Habermas, lui aussi revisite cette idée kantienne du fait que le passage, arriver à la paix perpétuelle, ça suppose le passage par son contraire, par cette ruse de la nature, qui est que les hommes ne peuvent vivre en paix que dans des républiques limitées où le droit est directement quotidien applicable. Habermas le revisite en élargissant un peu le propos de Kant. Chez Kant, il s'agit de constituer des citoyens. Chez Habermas, avant de constituer des citoyens, il s'agit de constituer des individus. On ne peut devenir individu qu'au sein d'une communauté politique, et c'est cette communauté politique qui nous constitue en individus. Dans la pensée néo-kantienne moderne, on ne naît pas individu. On est individu par le droit en confrontant sa subjectivité à d'autres subjectivités. Je cite rapidement Habermas, une des phrases dans lesquelles il explique qu'une république universelle mondiale serait impossible, c'est que cette conception, et je souligne, cette conception éthico-politique, je vais commenter, cette conception éthico-politique qu'ont d'eux-mêmes les citoyens d'une communauté démocratique fait défaut à la communauté inclusive des citoyens du monde. Et il souligne en disant, cette communauté inclusive, ce serait un univers non pas de personnes réelles, ce serait un univers de personnes morales, soit encore, dit-il, le règne des fins de Kant. C'est-à-dire, nous ne pouvons exister socialement, c'est ça l'intérêt d'Habermas, socialement en tant qu'individus partageant nos vies intersubjectivement, nos vies individuelles avec d'autres, qu'au sein de communautés politiques séparées qui nous permettent de parvenir à une conception éthico-politique. C'est-à-dire une façon de confronter nos droits, mais de ne pas confronter seulement nos droits, mais la propre constitution de notre individualité. J'espère que je ne suis pas trop confus. Ce saut qu'accomplit Habermas en déplaçant la question, c'est-à-dire il n'est plus question cette fois-ci uniquement d'être citoyen ou non citoyen du monde, il est question d'être ou de n'être pas individu, dissout les termes de l'opposition traditionnelle entre être étranger et être citoyen. Ce qui est maintenant en question, c'est plus l'opposition entre une conception morale que l'individu a de lui et qui est une conception qu'il peut participer avec l'ensemble, qu'il peut partager avec l'ensemble de la communauté humaine, et la loi, enfin, plutôt, rappelez-vous l'opposition que faisait Derrida entre la loi de l'hospitalité, nous sommes tous des humains et nous sommes tous également humains, donc nous devrions pouvoir nous fréquenter librement en tant qu'humains, mais à cette loi de l'humanité qui fait de nous des êtres également libres,
s'opposent les lois dans lesquelles des communautés politiques dans lesquelles nous constituons notre liberté, et cette loi s'oppose à la République universelle. Il y avait donc le paradoxe de l'hospitalité tel que décrit par Derrida était une opposition entre la loi humaine, loi morale humaine générale, et les lois politiques qui établissent la citoyenneté. La façon dont Habermas pose la question dissout les termes de cette opposition. C'est-à-dire ce dont il est question maintenant, ce n'est pas seulement de se constituer en citoyen, mais de se constituer en individu. C'est l'enjeu tel que le pose quelqu'un comme Habermas, c'est que l'individualité n'est pas quelque chose qui est donné au départ. Nous nous constituons comme individus, nous nous constituons dans des familles, dans des cités, dans des nations, et c'est cette assimilation progressive à ce qui n'est pas nous qui nous permet de nous définir en tant qu'individus. Donc il n'y a plus ici les termes de l'opposition cosmopolitique entre le national et l'étranger se trouve dissous. La loi morale est partout et la loi de citoyenneté est également partout. Que devient dans cette du fait que les deux termes du cosmopolitisme, ce sont de l'opposition qui faisait le cosmopolitisme. Je suis, rappelez-vous Marc Aurèle, je suis homme, donc citoyen du monde, et je suis empereur parce que citoyen de Rome. Que devient Habermas dissout les deux termes dans une... On ne peut pas être homme sans être citoyen. Que devient donc cette distinction du cosmopolitisme, cette opposition entre la citoyenneté et l'humanité. Pour essayer de le préciser, je vais essayer de remonter aux sources de l'inquiétude de Habermas. Si Habermas se pose la question de la constitution de l'individu, et où il essaye de se la poser dans le cadre de communautés politiques définies, dans le cadre des États-nations, c'est parce que il craint ce qu'il appelle une dérive systémique, c'est-à-dire l'impossible citoyenneté et l'impossible individualité dans un monde qui se serait dissous en systèmes sociaux fonctionnant de façon autonome. Un détour où je vais essayer je pourrais être encore plus confus que précédemment. Donc je fais un détour par la source de cette inquiétude chez Habermas. Habermas a commencé son travail de sociologue en travaillant avec un sociologue très peu traduit et en plus très peu lisible en France, qui s'appelle Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, il a appliqué la théorie des systèmes à la théorie des sociétés. Je vais essayer de ne pas trop être complet. Pour lui, un système, c'est pas une théorie des systèmes. Un système, c'est pas une chose matérielle. C'est pas un système avec des tringles et des poulies qui fonctionne. Un système, c'est quelque chose qui se différencie de son environnement. Un système, c'est quelque chose, la plus belle définition, c'est qui crée de l'ordre à partir du bruit. Le bruit, c'est ce que touchent les surfaces sensibles du système, informations désordonnées qui viennent de tout ce qui est le monde, qui sont incompréhensibles, invivables, inassimilables, inutilisables, en ordre, quelque chose que le système peut assimiler. Le système devient alors, c'est la théorie de Luhmann, le système devient alors autoproducteur, producteur de lui-même, autopoïétique dans la terminologie de Luhmann, c'est-à-dire qu'il est capable de lui-même de maintenir ce qu'il différencie de son environnement, ce qui fait que son moi se différencie durablement de ce qui n'est pas lui.
Comment fonctionnent les systèmes sociaux pour Luhmann? Un système social, c'est quelque chose qui traduit les informations désordonnées, incompréhensibles qu'il reçoit de l'extérieur en des communications qui peuvent se reproduire d'elles-mêmes parce qu'elles peuvent être émises et comprises. Et un système social est composé, ces éléments sont des communications, et le système social les produit lui-même. Ça veut dire qu'il fonctionne tout seul, le système social. Et quand le système, c'est donc pour accepter, pour transformer une information en communication, un système social l'accepte ou la refuse. Je prends ou je ne prends pas. C'est incompréhensible, ça n'a pas de sens, ça n'est pas une communication. Je ne le prends pas, ça reste à l'extérieur, hors de la frontière du système. C'est compréhensible, je lui donne du sens, j'en fais une communication qui va me constituer en tant que système social. Lorsque les informations, les sociétés modernes se complexifient de plus en plus, parce que le monde des humains dans lequel elles vivent, développement technique, développement des sciences, etc., n'en finit pas de se complexifier. Donc le mécanisme par lequel le système social rejette ce qui ne fait pas sens pour lui va buter sur des oppositions entre... S'il veut pouvoir s'adapter à un univers et humain et physique qui est en mutation perpétuelle, s'il veut pouvoir évoluer, pour parler comme d'autres, il faut qu'il puisse assimiler ce que son codage binaire ne lui permet pas normalement d'assimiler. Donc il va se diviser en sous-systèmes spécialisés. Je bute sur une distinction entre moi et non-moi. Je vais spécialiser deux systèmes qui vont chacun traiter un des côtés de la différence. La différence se divise. Je bute sur une distinction entre le citoyen et l'étranger qui ne me permet pas de faire du commerce. Je vais créer un système, le système lui-même va créer un système économique. Chaque système économique va reposer sur ce que Luhmann appelle un média de communication généralisé qui lui permet précisément de faire la différence binaire, moi, non moi. Je prends, j'absorbe dans mon système, je rejette de mon système. Je suis, pour le système politique, je suis citoyen ou non citoyen. Pour le système de l'État, je suis dans la majorité ou dans l'opposition. Pour le système économique, je suis acheteur ou je suis vendeur. Pour le système du droit, je suis légal ou je suis illégal. Et dans la théorie de Luhmann, le système social n'en finit pas de s'auto-différencier en sous-systèmes sociaux qui sont indépendants, qui ont leurs propres médias et qui sont couplés d'une façon qui est très souple. Où se situe l'humain dans ce fonctionnement social qui n'en finit pas de se différencier de façon autonome, il ne peut pas se situer dedans. S'il se situe dedans, il est éclaté. Il est éclaté entre le système économique, entre le système du droit, entre le système politique, lesquels n'ont ni les mêmes frontières, ni les mêmes médias de communication. S'il veut garder une certaine intégrité, pour Luhmann, il est extérieur à ce système. Il est un système psychique qui lui aussi produit du sens, mais qui n'en produit pas comme communication dans les systèmes politiques, mais qui en produit dans sa conscience, c'est-à-dire je comprends, je ne comprends pas. Et chez Luhmann, donc, c'est l'inquiétude, la grande inquiétude de Habermas, il y a le fait que petit à petit, l'individu humain se retrouve rejeté du fonctionnement du système social. Il pourrait essayer de reprendre pied par le système politique, qui est un sous-système du système social, mais à ce moment-là, il n'y rentre que fractionné en majorité, opposition, maître ou sujet.
c'est ce que Habermas, toute la philosophie politique de Habermas, c'est dans le rejet de ce qu'il appelle la dérive systémique. C'est-à-dire, chez Luhmann, il y a d'une part le système politique, le sous-système politique qui fonctionne selon sa propre logique, et les systèmes psychiques que sont les individus humains essayent de recoller les morceaux, mais ils ne parviennent pas à y rentrer. Habermas refuse ça. L'enjeu, c'est que dans le système politique, les citoyens puissent se reconstituer en individus en partageant ensemble un monde commun. Un monde commun qui est le monde où ils peuvent habiter et qui est un système social. La seule possibilité pour Habermas, c'est, enfin, il récuse cette sortie de l'individu du système social et du système politique. Le système politique, pour lui, c'est ce qui doit réaliser la clôture entre la constitution de l'individualité dans la société et la constitution de la citoyenneté dans les sociétés organisées en société politique. La difficulté, c'est donc la difficulté pour Habermas, c'est donc de reconstituer, rappelez-vous, l'unité éthico-politique, c'est-à-dire de permettre à l'individu socialisé et politisé dans une nation, dans un système politique clos, de réaliser ce qu'Habermas appelle la clôture. Réaliser la clôture, c'est non seulement la clôture du citoyen, on revient à Kant, c'est pour ça qu'Habermas est un héritier de Kant. Pourquoi la loi est légitime? C'est parce que c'est la loi que j'ai déterminée moi-même en citoyen, en tant que citoyen, et je l'ai fait dans le cadre d'une communauté politique définie. Le problème, c'est que cette unité de la communauté politique, elle est de plus en plus mise en question par la dérive systémique telle que l'a décrit Luhmann et qu'accepte comme description Habermas en la considérant non pas comme une fatalité, mais comme un risque. D'autant que j'ai peur de ne pas être clair, mais vous me direz. J'en suis pas sûr. Comment je peux conclure en 5 minutes? Comment se pose le problème? Qu'est-ce qui empêche un individu moderne, vous, moi, de redevenir parfaitement maître de la société dans lequel il habite? C'est le fait que cette société, elle a explosé. Elle a explosé entre des systèmes qui n'ont pas la même frontière. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. On vit dans un État national, là on sait ce qu'est un étranger. L'étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité. Il y a des frontières, c'est clair. Le monde de l'argent, il ne connaît pas ces frontières. Le monde de l'argent, on fait du business avec l'étranger. Et le monde de l'argent n'a pas d'odeur. On a même une monnaie commune avec des gens qui sont hors de nos frontières. Cette monnaie commune s'appelle l'euro. Est-ce qu'on pourrait avoir une monnaie mondiale? Des gens comme Habermas nous disent non, parce qu'on ne pourrait pas retrouver l'identité qui se met derrière une monnaie. Donc, il devient très difficile pour nous d'habiter ce monde qui est de plus en plus éclaté. Oui, c'est le terme qu'emploie Luhmann, le monde de l'amour, le monde relationnel. Les étrangers, les autres avec lesquels je choisis d'avoir des relations, il n'est pas non plus confondu avec le monde des nations. Il ne s'arrête pas aux frontières nationales. Enfin, il n'arrive même pas aux frontières nationales. Il y a des gens avec lesquels vous n'aurez jamais de relation, je ne parle pas amoureuse, mais même amicale, d'ego à alter ego, tout simplement parce qu'au sein d'une même nation, vous ne les rencontrerez jamais. Il est plus petit, celui-là. Le monde de l'argent, il est beaucoup plus... Enfin, le monde du business, il est plus grand. Le monde de l'industrie, il est plus grand que le monde national. Le monde de l'argent, il n'a plus de limite. Lui, il s'est mondialisé carrément.
Donc il devient très difficile de retrouver une clôture commune. Et ceci, ça met au défi ce contexte de maîtrise de soi dont on a hérité de la modernité. Je dépasse, je vous demande 2 minutes. Ce concept de maîtrise de soi, qu'est-ce que c'est que, dans le monde ancien, le maître et l'esclave. Il y avait d'un côté le maître et de l'autre côté l'esclave. Le maître commandait à l'esclave et l'esclave était soumis au maître. Mais dans le monde des Lumières, dans le monde moderne, le citoyen est soumis à l'État, mais en même temps il est le maître de l'État, parce qu'il est soumis à la loi qu'il a lui-même édictée. L'individu moderne, il est maître de lui. Lui aussi, il ne reconnaît que sa propre loi. Il n'obéit qu'aux injonctions qu'il se donne lui-même. Une gymnastique compliquée. Vous êtes votre propre maître. Vous vous donnez des ordres et vous suivez les ordres que vous acceptez de vous-même. C'est étrange. Là où il y avait 2 personnes, on tombe maintenant dans un contexte monologique où les 2 côtés de la barrière sont des mêmes. Et ce concept monologique qui ne laisse plus aucune place à l'autre, à l'étranger, etc., il devient extrêmement compliqué à gérer dans un monde dans lequel tous les systèmes sociaux auxquels on participe n'ont pas les mêmes frontières. Si je veux être maître de moi, je vais avoir beaucoup de difficultés à être maître de moi, à la fois dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde des relations affectives, dans le monde du droit, parce que toutes ces frontières, moi et l'autre, à chaque fois, ont des frontières différentes. Quant à l'État moderne, c'est le problème de la mondialisation. L'État moderne, il se définit comment? Comme le périmètre clos où sa loi est valable. Il a des frontières définies. Et là, il n'y arrive plus. Et c'est toute cette difficulté à se reconstituer qui crée, me semble-t-il, notre difficulté, et c'est l'inquiétude d'Habermas, à constituer notre individualité dans un monde qui est devenu, dans un monde qui est devenu mondialisé, pour prendre un terme à la mode. Pour s'en sortir, il faudrait pouvoir introduire des degrés de liberté. Introduire des degrés de liberté, ça veut dire 2 choses. Premier degré de liberté, substituer à la distinction moi, l'autre, ami, ennemi, national, étranger, un éventail plus diversifié de relations. On peut avoir différents niveaux de confiance, doute, manque de confiance, amitié. On peut, pour parler comme un mathématicien, on peut réintroduire la différence entre moi et l'autre dans la catégorie du moi. Se donner cette catégorie de le deuxième degré de liberté qui devrait nous permettre de rendre le monde vivable, c'est de considérer qu'on a plusieurs identités, c'est-à-dire qu'on est participant en tant qu'individu humain de plusieurs mondes qui n'ont pas les mêmes frontières. On est dans un monde du travail qui n'a pas les mêmes frontières que le monde politique. On est dans un univers relationnel ou dans un univers affectif qui n'a pas les mêmes frontières. Et on devrait également devoir apprendre à jouer avec ces frontières qui sont différentes. Nous, à jouer avec plusieurs identités. Ma conclusion, c'est que, ça c'est un peu compliqué, ça heurte ce concept de souveraineté, on cesserait d'être maître de soi et l'État national cesserait d'avoir une parfaite maîtrise de ses frontières. Ça serait accepter de se confronter un peu plus à la complexité du monde, c'est-à-dire ce bruit qui nous permet de faire de l'ordre pour continuer à être des systèmes qui survivent. Ça paraît compliqué, c'est plus compliqué que le schéma de la souveraineté. Mais si on avait un souvenir de notre enfance, de notre expérience humaine la plus réelle, c'est ce jeu compliqué auquel on joue depuis qu'on est né. C'est-à-dire, on a passé notre temps à élargir, c'était très amusant tout à l'heure, quelqu'un posait dans une réponse, Laurence disait
ce qui fait que tu sais que tu n'es pas la table. Quand on est né, on ne savait pas qu'on n'était pas la table. Quand on est né, on ne faisait pas la différence entre son bras et la table. Ça, on l'a appris. On a appris à faire la différence. Et on a appris en assimilant à chaque fois ce qui n'était pas nous. En assimilant à chaque fois l'étranger, en déplaçant cette frontière du moi et de l'autre. Et ce qui nous rend le monde difficile à vivre par les temps qui courent, vous entendez beaucoup parler de souveraineté. Nous allons reconquérir notre souveraineté monétaire. Nous allons, ce qui nous rend le monde difficile à vivre, ce qui fait que nous percevons la possibilité de vivre dans le monde comme une menace pour notre identité, c'est cette crispation identitaire que traduit ce concept de souveraineté, qui est un concept monologique qui ne laisse aucune place à l'autre. Ma conclusion, c'est quand vous entendez parler de souveraineté, vous en entendrez parler à droite et à gauche, pour être clair. Méfiez-vous. Oui, donc j'ai une question. C'est quand on parle d'un monde cosmopolite, on admet souvent le fait qu'il y ait une paix qui permet justement le maintien de ce monde cosmopolite, mais ce que je n'ai pas compris, c'est comment on peut parler de nation dans un monde cosmopolite où justement on veut une paix globale en fait. Je n'ai pas trop compris comment on peut concilier les deux en fait. C'est le paradoxe kantien, on dit kantien, oui. C'est le paradoxe kantien, c'est-à-dire pour une paix perpétuelle, que nous dit Kant, c'est il faut passer, c'est très curieux parce que on est presque déjà chez Hegel, le concept se divise pour se retrouver. Il y a déjà une dialectique chez Kant. On ne peut arriver à la paix perpétuelle qu'en passant par l'étape des nations séparées. Et pourquoi ? Parce que c'est l'étape des nations séparées dans lesquelles se constitue le droit qui nous permet de cohabiter, nous, humains, à l'insociable sociabilité. C'est ce monde du droit, et ce monde du droit, il ne peut pas couvrir la totalité de la surface de la Terre, parce que, nous dit Kant, plus le droit s'étend sur une surface, c'était une époque où on pensait beaucoup chimie, dilution, plus le droit se dilue dans un espace vide, plus il devient lointain et moins il est droit. Et donc le risque c'est que plus personne ne le respecte. Un État mondial, pour Kant, ça serait un État qui courrait le risque soit d'être impuissant, parce que plus personne ne respecterait le droit, soit d'être dictatorial, parce qu'il l'imposerait par la force. Donc il faut passer par cette division du monde en républiques antagonistes pour arriver à l'initiative de l'une d'elles de reconstituer la paix entre les nations. Et reconstituer la paix, reconstituer une paix durable, c'est là où c'est intéressant. Pour lui, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre les individus. Il ne suffit pas que les nations signent des traités de paix. Il faut aussi que les individus membres de ces nations, séparer la ruse de la nature chez Kant, c'est aussi séparer non seulement par différentes nationalités, mais par différentes langues, différentes religions, etc. etc. L'insociable sociabilité des humains à multiplier les divisions, ça, il y a un moment de division nécessaire pour pouvoir réussir à retrouver une identité politique chez Kant, chez Habermas, qui est contemporain, qui a une modernité plus contemporaine, c'est de dire, mais ce n'est pas seulement la citoyenneté qui est en cause, ce n'est pas seulement la citoyenneté mondiale qui est en cause, c'est si le monde n'existait pas avec des entités politiques séparées, vous ne pourriez même pas vous constituer en tant qu'individu, parce que vous ne sauriez pas ce qu'est un individu. Je ne suis pas trop confus dans ma réponse. C'est toute la pensée d'Habermas. Il y a un texte de lui, le bicentenaire d'une idée, le droit cosmopolitisme, enfin la paix universelle revisitée, où il se pose la question. Toute la démarche d'Habermas, c'est de dire l'Europe, ça marche encore, on peut peut-être y arriver, mais pas le monde.
L'Europe peut être une communauté politique dans laquelle se constituent des individus européens, ça ne veut pas dire que c'est gagné, le monde, non. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des étrangers. Et on revient toujours à ce jeu dialectique. S'il n'y a pas d'étrangers, on ne peut pas se reconnaître dans des étrangers. On ne peut pas se constituer soi-même. Une autre question? Quand vous parliez de réaliser la clôture, c'est par rapport à la division ou c'est tout à fait autre chose? Pardon, j'ai été confus. Clôture, c'est un terme de théorie des systèmes, c'est un terme habermasien aussi. Réaliser la clôture, ça veut dire trouver moyen de refermer un monde dans lequel on est capable de vivre. Ce qu'il y a derrière toutes ces réflexions, Luhmann-Habermas, c'est la complexité du monde n'est pas affrontable en tant que telle. Ça, Luhmann insiste beaucoup là-dessus. On ne pourrait pas affronter la complexité du monde. On serait agressé en permanence par des choses qui ne font pas sens pour nous. On serait trimballé partout, on exploserait. Enfin, je veux dire, on ne se maintiendrait pas en tant que système. Ce qu'il faut qu'on trouve moyen, c'est de réaliser la clôture de ce qui nous permet de vivre avec nous-mêmes et de vivre avec le reste du monde. C'est pas en prenant le monde tel qu'il est, le monde avec toute sa diversité, toutes les agressions qu'il exerce sur nos surfaces sensibles, c'est en trouvant moyen de produire de l'ordre à partir du bruit. C'est-à-dire que réussir la clôture du monde, c'est réussir à mettre de l'ordre dans le bruit environnant. Parce que c'est cet ordre qui nous fait. Je ne suis pas trop confus. C'est cet ordre qui nous fait nous-mêmes. Mais alors du coup, quel est le rapport à l'étranger? Parce qu'il faut qu'il y ait de l'étranger pour que je puisse m'en distinguer. Mais j'ai aussi cru comprendre que l'étranger, c'est aussi ce que j'avais à intégrer. Il y a un double mouvement, non? Il y a un double mouvement, mais il reste qu'on a besoin d'un... Enfin, c'était la réponse à la question précédente. On a besoin d'un étranger, on a besoin d'un autre pour se constituer. On a besoin d'un étranger pour être soi-même. Un monde sans étranger serait un monde invivable. C'est ce que nous disent tous les kantiens et néo-kantiens. Mais comment ne pas comment ne pas retomber dans le paradoxe, c'est-à-dire le tiers exclu? On est soi-même ou on est étranger. Le tiers exclu n'est pas habitable. On ne peut pas être soi-même, pas d'étranger chez nous et pas de chez nous chez l'étranger. Comment c'est ça le piège du souverainisme. On est chez nous et on va avoir la maîtrise de soi. Personne, l'autre ne rentre pas. Il n'est même pas dans le jeu. Il est pour parler en termes luhmanniens, il est non désigné. Non désigné, c'est-à-dire on ne sait même pas ce que c'est. On sait ce qu'on est nous, on ne désigne pas ce qui n'est pas l'identité qu'on définit pour nous-mêmes. Et donc comment sortir de c'est la réponse à la question j'espère, de cette crispation identitaire? Réponse en diversifiant la catégorie de l'étranger, c'est-à-dire c'est l'expérience qu'on est tous amenés à vivre. C'est-à-dire, il y a différentes catégories. Oui, Coluche disait, il y a différentes catégories de. Il n'est pas étranger, mais ou de métèques. C'est ça qui rend le monde compliqué. Il y a différentes catégories d'étrangers. C'est pas amis et ennemis. Il y a des gens auxquels on a un peu, beaucoup, pas beaucoup confiance. Il y a des essayons de le dire plus concrètement, on vit en Europe, si vous voyagez, vous vous entendrez probablement plus facilement avec un Italien qu'avec un Tchèque, ou tout simplement il y a des degrés de différence, mais c'est pas oui et non, c'est pas lui il est un étranger et lui il n'est pas un étranger. Donc la catégorie de l'étranger, elle est variable, et en plus elle est variable suivant nos expériences existentielles.
quand vous faites des affaires, quand vous achetez des téléphones portables, l'étranger, il ne va pas beaucoup au-delà de la Chine ou de Taïwan ou de Singapour. Si un jour vous faites de la finance, l'étranger, il couvrira l'ensemble du monde. Vous intéresserez à une division du monde qui est étrange, une division du monde dans laquelle les îles Caïmans, si vous faites de la fiscalité, vous découvrez qu'il y a un étranger très limité qui a une signification énorme, qui s'appelle les îles Caïmans. Si vous faites de la politique ou de la géostratégie, vous considérez que les îles Caïmans, c'est pas intéressant. Ça veut donc dire la seule façon de s'en sortir, c'est la seule façon d'intégrer en nous la catégorie de dépasser la frontière, la catégorie de l'étranger, c'est de considérer qu'il y a plusieurs sortes d'étrangers. Et que pour parler comme un autre, moi est un autre.